et qu'on programme notre machine à remonter le temps sur il y a moins de 2500 ans, pof! On retombe pile au moment, sous le règne de Ramsès II et je me suis dit: «Mais ce serait tellement top de prendre un groupe de personnes, de leur faire de l'hypnose régressive, plo, 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 retour en arrière, retour en arrière, retour en arrière, la grande colonne de lumière blanche qui t'emmène». On pourrait revenir à la préhistoire. J'ai des projets pour ramener des gens à la préhistoire et pour ramener des gens dans un endroit de dingue, moi qui me fascine en tout cas, c'est l'Atlantide. Tu as pas envie d'aller en Atlantide? Ah dingue, dingue, dingue. On en reparlera. Pour approfondir ce thème, retrouvez le lien des ateliers en description de cette vidéo. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour cette conférence ce soir. J'accueille Pierre Le Garrérès. Bonsoir Pierre. Bonsoir Muriel, bonsoir à toi qui es devant ton écran. Alors, je m'empresse de dire une chose, je me permets de te tutoyer pour une chose, c'est que ça permet que tu aies peut-être le sentiment que c'est à toi que je suis en train de parler et non pas à voilà, quelqu'un d'anonyme. Et je m'empresse de dire évidemment que le tutoiement n'empêche en rien le respect, ça va de soi, voilà. Et puis ça va Absolument, je simplifier partage. les tournures un peu comme ça. Quand on vous voit, c'est un peu empâté, je trouve souvent. Et puis ça a l'air de parler à un groupe de personnes. Et alors, tu es peut-être plusieurs devant ton écran, hein, ça je ne sais pas. Mais normalement, là par exemple, moi je suis tout seul devant. Toi Muriel, tu es seul devant ton écran aussi. Hein. Eh oui. Voilà. Hein, voilà. Donc c'est un peu ça l'idée finalement. C'est un peu ça l'idée. Bien, alors ce soir, Pierre, tu vas nous amener à plonger dans nos racines jusqu'au temps des pyramides. Magnifique, n'est-ce pas? Donc c'est une belle soirée, une belle conférence en perspective. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais depuis la nuit des temps, l'homme a cherché à percer le voile des grands mystères de la vie, de l'univers, des dieux. Et à travers cette conférence avec Pierre, nous allons découvrir comment il a imaginé et mis au point une expérience inédite pour explorer le temps et l'espace avec la technologie la plus avancée au monde, c'est-à-dire notre cerveau. Donc, nous risquons d'avoir quelques surprises, et notamment celle de voir comment il est possible d'utiliser nos facultés que nous possédons déjà pour les mettre au service d'un objectif qui semble totalement impossible à atteindre jusqu'à présent, mais qui existe et qui est là pour nous. Et surtout, nous allons découvrir à quel point ces expériences s'ancrent dans notre présent, à quel point ces expériences nous ramènent pleinement les pieds sur terre. Et donc, nous allons découvrir un potentiel insoupçonné en nous. Nous allons vivre des expériences inédites en direct et nous allons ressentir des émotions bien réelles dans une autre réalité. En tout cas, Pierre va tâcher de nous ancrer dans notre présent. Voilà, moi j'ai brièvement annoncé un petit peu la couleur de ce qui va être partagé ce soir. Mais avant que tu nous développes, Pierre, est-ce que tu aurais la gentillesse, s'il te plaît, de te présenter rapidement pour les personnes qui te découvrent pour la première fois ce soir? Et je vous encourage toutes et tous donc, à nous saluer dans le chat, à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, et surtout, 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 à nous partager vos questions. Si vous en avez, nous prendrons le temps d'y répondre avec une grande joie avec Pierre tout à Bien l'heure. sûr, bien sûr. Merci beaucoup pour cette présentation, Muriel. Ben voilà, je suis Pierre Le Garrérès et j'ai un parcours un petit peu atypique, alors je vais vous la faire assez courte. Au moment de passer mon bac, je me suis aperçu que c'était pas du tout les études qui m'attiraient, c'était la musique. Et ça a été tellement puissant que ça a été, on va dire, irrésistible. Et j'ai vraiment foncé là-dedans. Et puis, ça m'a tellement intéressé la musique que j'ai commencé un petit peu à sortir du métier de musicien à part entière pour aller, pour me diriger vers la matière sonore, le son. Et je suis devenu ingénieur du son. J'ai même eu un grand studio d'enregistrement, vraiment très bien équipé dans le sud-ouest de la France, voilà, près de Biarritz. Et puis,
c'est vraiment un chemin parce que la musique m'a amené au son et le son m'a amené aux émotions et m'a amené aux sensations. Et à un moment donné, je me suis quand même posé la question: «Pourquoi?» J'enregistrais beaucoup de musiciens et cetera, tous les jours, et il y avait vraiment des très bons musiciens qui jouaient leur partie. Je pensais en particulier, c'est pour ça que je mime un piano, parce que je pensais en particulier à un pianiste. Il jouait sa partie de piano, c'était nickel toujours. Et voilà. Et puis, il y en avait un autre qui venait, qui avait les cheveux longs, qui était un peu en retard chaque fois, qui avait toujours oublié de brancher un truc. C'était un peu, tu vois, on sentait un côté un peu comme ça. Et alors, lui, il se mettait à son piano, il jouait. Et là, tu avais les poils sur les bras comme ça. Tout le monde était au bord des larmes et dans un. Et je me suis, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quoi la différence? L'autre, il joue, c'est impeccable. On ne refait jamais de prise. C'est en place, c'est juste, rythmiquement, il n'y a rien à dire. Et l'autre, c'est ça, mais il y a quelque chose en plus. Qu'est-ce qu'il y a qui fait qu'il arrive à susciter chez nous autant d'émotions? Et puis je m'en suis aperçu avec des guitaristes, avec des chanteurs, avec des chanteuses, et j'ai fait exactement le même constat à chaque fois. Je me rappelle d'un guitariste américain qui est venu et qui m'a scotché à mon siège. Chaque note sur sa guitare, il en jouait beaucoup, il jouait extrêmement bien. On aurait dit que sa vie dépendait de chaque note. Il y avait un tel investissement émotionnel, et ça m'a tellement interpellé que j'ai commencé à collectionner des instruments ethniques, et puis des bols tibétains, des bols de cristal, didgeridoo, flûte amérindienne, des tambours chamaniques, des gongs, etc., etc. Et je ne savais pas très bien pourquoi j'étais en train de faire ça, mais c'était tellement important pour moi dans ma vie. C'est drôle. Des années après, hein, voilà, ça fait 30 ans, hein, je te parle de ça fait 30 ans. Et puis, je me suis aperçu finalement que j'avais extrêmement envie, mais c'était tu vois, une intuition tellement forte que tu réfléchis pas à pourquoi, s'il faut le faire, tu le fais. Voilà. Et j'ai commencé à me lancer à corps perdu dans la musique intuitive. Et comme la vie est extraordinairement bien faite, eh bien, j'avais payé mon studio d'enregistrement d'ailleurs avec ça. J'ai beaucoup travaillé pour les musées, pour faire des bandes sonores ou des musiques pour les musées. Et une personne, une dame qui était devenue une amie, me téléphone un jour, elle me dit: «Écoute Pierre, je ne vois pas à qui je pourrais demander, ça autre que toi», parce qu'elle savait que j'étais un peu barré quand même. Elle me dit: «Écoute, voilà, il faudrait me faire de la musique préhistorique». Mais Véronique, mais bien sûr, voyons, hein, je lui dis: «Mais tu réalises ce que tu me demandes? Déjà, première question, c'est quoi la musique préhistorique? On l'a fait avec quoi? Ça ressemble à quoi? Tu as des exemples à me faire écouter?» Ben, elle me dit: «Non, évidemment pas, mais c'est justement, ça va être à toi de créer ça». Non, mais je dis: «Tu es sérieuse là?» Donc j'ai demandé un énorme délai, j'ai pris 1 an. C'était pour le musée, Fenaille à Rodez, hein, pour tout dire. Voilà, il y a encore, mon travail là-bas. Musée de la préhistoire, à Rodez, dans l'Aveyron. Et je me suis dit: «Mais c'est très tentant, c'est un challenge incroyable». Il y avait du budget en plus, et cetera. Donc le temps de faire les choses bien, hein, le budget égale le temps de faire bien les choses, hein, pour faire simple. Donc je me suis dit: «Mais par où comment je fais ça?» Et en fait, je suis parti 4 jours avec les petites tentes Décathlon, là, hop, tu les lâches, ça se construit tout seul, là. Et je suis parti dans la forêt avec un petit peu de quoi manger, un couteau et que ma tente, c'est tout, rien d'autre. Un sac de couchage, voilà. Et je me suis dit: «Ben, je me mets en immersion, je deviens un homme préhistorique et avec aucun moyen technique, je dois faire de la musique. Comment comment je m'y prends?» Et ça a été, le départ vraiment d'un parcours extraordinaire, parce que le premier jour, je me suis agacé parce que je disais: «Mais tu pas avec une pomme de pin que je vais faire de la musique, c'est clair. Bon, les feuilles mortes, voilà. Le tronc de l'arbre, ben, bon, je me rappelle, à la fin de la première journée, j'étais agacé. La première journée, j'étais agacé et je me suis dit: «Oh my God, il me reste encore 3 jours comme ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire?» Alors je me suis allongé, tu vois, j'ai mis
mon duvet dehors de la tente, c'était l'été tranquillement, hein. Puis je me suis mis comme ça. Et puis là, je me suis calmé déjà. Et puis j'ai commencé, il y avait un petit peu de vent et j'ai commencé à entendre le vent dans les feuilles au-dessus de moi, dans les arbres. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait déjà ça, ça brassait là-bas en haut. Oh, j'ai dit ça m'a donné une idée. Je me suis dit, si je faisais un bouquet de feuilles comme ça, ah, demain je ferai ça, tiens. Et puis le lendemain, j'ai commencé à faire ça, à trouver des feuilles qui bruissaient quand on faisait un bouquet comme ça, qu'on liait un peu, tu vois, les tiges, et quand on secouait, voilà. Et chose très curieuse, j'ai fait ça de manière 100% intuitive. 10 ans plus tard, quand je suis parti travailler avec des chamans au Pérou, je me suis aperçu qu'ils avaient un instrument exactement comme ça, qui s'appelle une chacapa. Et c'est exactement le même principe, des feuilles comme ça, et hein, c'est extraordinaire. Et puis j'ai commencé à aller dans une petite rivière qui coulait là, je me suis mis en maillot de bain, et j'ai commencé à bouger l'eau avec mes mains comme ça, à taper dans l'eau, ça faisait floc, floc, floc. Et je me suis dit, ça y est, je commence déjà à faire des choses. Et de fil en aiguille, comme ça, voilà. Et ça m'a mis vraiment dans l'inspiration de sortir de la musique écrite, la musique de Jean-Sébastien Bach, hein, voilà, avec, j'ai dit Jean-Sébastien Bach parce qu'il a vraiment cadré un petit peu tout ça et fait de la musique presque de manière mathématique, admirablement bien, soit dit en passant, hein, voilà, mais... Et je suis complètement sorti de là, de tout ce qui était pensé, intellectualisé, cadré, structuré, avec des règles hyper bien établies, hein. Il écrivait en quinte, beaucoup, Jean-Sébastien Bach, voilà, il a beaucoup affiné ça. Et je me suis dit, moi, je vais plus me diriger vers le son que vers la musique au sens de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Tu vois, quand tu fais ploc dans l'eau et que tu bouges tes mains dedans, tu sais pas si c'est un fa. Alors moi, j'ai pas l'oreille absolue, mais tu sais, c'est peut-être un fa, peut-être un la, peut-être un do, mais qu'est-ce que ça peut faire au fond, tu vois? C'était pas du tout mon propos, voilà. Tu peux pas non plus marquer une partition, tu vois? Floc, flash, flash, ça n'a aucun sens. Et c'est pareil avec les feuilles, etc., etc. Et puis, j'ai commencé à taper sur des morceaux de troncs d'arbres que j'avais trouvés qui étaient un peu mangés et qui étaient un peu creux. Ça faisait des fois... Ah, ça, il y avait 2 tons comme ça, vachement intéressant. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler un petit peu dans ce sens-là, voilà. Et puis, ça m'a tellement inspiré que j'ai produit un album avec un ami percussionniste. Quand je lui ai expliqué le projet, c'est pareil, il m'a dit: «Mais c'est dingue ton histoire, mais j'ai très envie de le faire», et on l'a fait ensemble. Arnaud, si tu m'entends, un bisou. Un garçon adorable qui a étudié les percussions sacrées à Cuba. Voilà, un merveilleux percussionniste, voilà. En tout cas, je suis vraiment parti sur cette idée-là. Et puis, bien sûr, avec après les bols tibétains, le tambour chamanique, ben, je me suis aperçu que tout ça, effectivement, permettait de passer en état de conscience modifié. C'est-à-dire, voilà, j'étais au studio avec des choses très concrètes, voilà, très techniques parfois même. Et puis, en jouant ces instruments, au bout d'un moment, c'est pour ça que j'appelle ces instruments, avec tout le respect, hein, pour les vrais autistes, mais c'est des instruments qui te rendent autiste, direct. Comprenons par autiste, hein, encore une fois, avec tout le respect pour ces personnes-là voilà, que je respecte beaucoup, mais j'emploie ce terme d'autiste parce que c'est tout d'un coup, tu te mets à fonctionner plus de manière rationnelle. Et ça, c'est le début, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Parce que au lieu de suivre des règles, au lieu de jouer avec des gammes, avec des modes, avec des tonalités, tu joues avec des sons, tu joues avec des harmonies. Et tu vois qu'est-ce qui fonctionne ensemble, qu'est-ce qui marche ensemble. Tu joues avec des rythmes. Tu t'occupes pas s'ils sont à 3 temps, à 4 temps, etc. Tu t'occupes de savoir quel effet ça produit sur moi quand je joue ce rythme. Et voilà, de fil en aiguille, ben, j'ai basculé. Et puis, quand j'ai commencé à faire ça, ben, j'ai eu très envie d'aller plus loin, et parce que je me sentais vraiment comme quelqu'un qui aurait eu un plafond qui est là.
Tu peux jamais te mettre debout, tu as le plafond qui est à 1,50 m. Tu es obligé toujours de te déplacer courbé comme ça. Je n'arrivais pas, c'est la sensation que j'avais, je le vivais comme ça en tout cas, j'arrivais pas à me tenir debout. Dans ma vie, il me manquait une dimension clairement, mais je ne comprenais pas ce que c'était. Et j'ai rencontré par hasard, c'était vraiment une histoire folle ça aussi, je suis allé voir au cinéma un film de Yann Kounen qui s'appelle L'expérience secrète, qui est l'histoire de Blueberry, vue par Yann Kounen. Et regarde ce film si le cœur t'en dit, parce qu'à un moment donné, normalement, c'est en quelque sorte un western, hein, et dans tout bon western spaghetti, en tout cas, le gentil et le méchant s'affrontent dans la rue du village avec les colts. Le premier qui dégaine tue l'autre. Hein, c'est la dure loi de l'Ouest, hein, the hard law of the West. Hein, voilà. Et là, en fait, à la fin, le gentil et le méchant, réputé méchant, on saura par la suite qu'il n'est pas si méchant que ça en fait, s'affrontent à travers un voyage chamanique. Et vu les images de synthèse qui avaient été produites, j'ai pensé, en pensant à Yann Kounen, qui était le réalisateur de ce film, toi, mon coco, tu en sais plus que tu en dis et il va falloir qu'on se parle. Et rencontrer un réalisateur de cinéma, c'est pas la chose la plus aisée du monde, mais quand on est, moi je pense que quand on marche sur son chemin de lumière, tu as les planètes qui s'alignent devant toi à des moments. Hein. C'est dingue. Écoute bien ça. Pour rencontrer Yann Kounen, voilà comment ça s'est passé. J'ai commencé à regarder, c'était au tout début d'Internet, je te parle de ça, on était en 2004, tu vois. J'ai commencé à regarder sur Internet et je me suis aperçu que Yann Kounen venait, moi j'habitais près de Biarritz, il venait à Avignon le vendredi suivant avec 2 chamans d'Équateur pour présenter un film sur le chamanisme amazonien qui s'appelle D'autres mondes ou Other Worlds en anglais, et puisqu'il est produit dans les 2 langues. Un documentaire sur le chamanisme amazonien, si ça t'intéresse, il faut absolument le voir. Et je me suis dit, j'y serai. Ça, c'est donc j'ai décommandé mes séances de studio, je suis allé à la gare, j'ai pris un truc, j'ai réservé une chambre d'hôtel et le vendredi suivant, j'étais dans ce cinéma d'art et essai et qui j'ai vu se pointer, Yann Kounen avec les 2 chamans et il s'est produit encore une fois réalignement des planètes. Il s'est produit la chose suivante, c'était dans un petit cinéma d'art et essai à Avignon de 200 places et quand au moment de faire rentrer les gens, il y avait 400 personnes devant le cinéma. Et là, en fait, il a été décidé par les propriétaires du cinéma, Yann Kounen, que au lieu de refuser 200 personnes, ils allaient faire une première projection de 200 personnes, écourter le débat avec les chamans et faire une deuxième projection en suivant. Et je te dis ça parce que ça a eu un effet pour moi décisif. C'est que je suis allé à la première projection et je peux te dire que celui qui aurait voulu prendre ma place aurait mal fini, voilà, parce que j'étais extrêmement déterminé. Et je voulais voir ce film, je voulais rencontrer Yann Kounen, je voulais parler avec les chamans, voilà, parce que j'ai compris à un moment donné que la dimension qui me manquait, c'était par là qu'il fallait aller la chercher. J'ai donc vu le film documentaire de Yann Kounen qui m'a ouvert beaucoup de portes à l'intérieur. Et quand ça a été terminé, en fait, il y a eu 2 ou 3 questions et tout de suite, tout le monde est sorti pour laisser la place aux autres, ce qui était parfait. Mais là où ça a eu une incidence majeure pour moi, c'est que je me suis promené un petit peu dans le cinéma d'art et essai. Je suis allé dans le bar associatif qu'il y avait attenant à ce cinéma. Il y avait une seule table occupée avec une seule personne à cette table. C'était Yann Kounen. T'imagines bien que je suis allé direct à la table. J'ai dit bonjour, je m'appelle Pierre Le Garrérès et voilà où j'en suis, etc., etc. À l'époque, j'avais lu tout Carlos Castaneda, que je connaissais quasi par cœur. J'avais testé énormément de choses qu'il propose dans ses livres. Voilà. Et il m'a dit, arrête de lire. Maintenant, il faut que tu passes à la phase suivante. Et la phase suivante, c'est l'expérience. Il faut que tu expérimentes. Il faut que tu vives les choses. Et je dis, ouais, ok, on fait comment? Eh bien, il me dit, et là, réalignement des planètes, tu vois, ça n'a pas arrêté. Et là, il appelle quelqu'un qui passait là, et il dit, ah, Jean-Patrick, tu peux venir, s'il te plaît, j'ai un client pour toi là.
Et le Jean-Patrick se pointe et il dit, ben voilà, je te présente Jean-Patrick Costa, qui est le président de l'association Arutam. Je fais de la pub en même temps pour Arutam, c'est un truc qui est top. Ils ont amené des centaines de personnes au Pérou, mais avec ce monsieur qui s'appelle justement, pas que lui d'ailleurs, Jean-Patrick Costa, qui est le président de l'association et qui est un ethnopharmacien, qui connaît très bien toute la pharmacopée amazonienne et qui connaît très bien les chamans et le monde du chamanisme amazonien. Et il m'a dit, écoute, le prochain voyage, il est complet. Yann lui a dit, mais écoute, on part ensemble, tu peux, vas-y, trouve-lui une place, tu vois bien, tout ça. Il a dit, ben écoute, c'est simple, le deal, c'est le suivant. Si tu veux venir avec nous, demain soir, on fait ici, proche d'Avignon, près de chez moi, on fait une cérémonie chamanique d'ayahuasca avec les 2 chamans qui sont là. Si tu veux faire le voyage, il faut que tu sois là parce qu'on fait en fait ce voyage chamanique et cette réunion demain soir pour fédérer le groupe qui va partir dans un mois. Et je me rappelle, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit, voilà, je pars en Amazonie dans un mois. Et là, en fait, j'ai changé mon train, je rentrerai qu'après-demain. Elle m'a dit, mais t'es dingue, on n'a pas l'argent, etc. J'ai dit, voilà, il fallait que je le fasse. Je ne savais pas comment j'allais le faire, je savais juste que j'allais le faire. Et je l'ai fait. Et je suis parti une première année au Pérou. Et évidemment, ça a été une claque monumentale, puisque j'ai eu la chance de travailler avec le chaman, d'ailleurs, qu'on voit dans le film de Yann Kounen, qui est un vrai chaman. Et quel chaman! Et me voilà donc, et me voilà donc pour commencer à faire toute une série de, voilà, de prise de cette plante, hein, de cette médecine sacrée qui s'appelle l'ayahuasca, qui est interdite en France. En fait, les autorités françaises ne maîtrisent pas du tout le sujet, donc ils l'ont mis dans les drogues, et c'est pas du tout une drogue, c'est une médecine sacrée. Personne ne se drogue avec ça d'ailleurs, hein. Bon, voilà. Et en tout cas, évidemment, ben, c'est le genre d'expérience qui te fait. Moi, j'estime que j'ai gagné 20 ans de développement personnel et spirituel. Tu vois, tu vois des choses que et tu vis des choses. Pour vivre la même chose ici, comme ça, en Suisse, moi je suis ici en Suisse, mais ou en France, voilà, faudrait, je sais pas ce qu'il faudrait en vrai, voilà. Donc, ça a été vraiment pour moi un point de départ extraordinaire. Et puis en rentrant, ben, j'ai commencé vraiment à développer la faculté de voir l'énergie chez les gens, de voir comment les sons interagissent, etc. Puis par la suite, j'ai bien longtemps après d'ailleurs, j'ai fait une formation d'hypnose, voilà, de PNL et d'hypnose. La PNL et l'hypnose, c'est presque la même chose. Il y a beaucoup de PNL dans l'hypnose et beaucoup d'hypnose dans la PNL. On peut dire ça comme ça, pour faire court, hein. La PNL, pour être clair, c'est la programmation neuro-linguistique. Voilà. Et de fil en aiguille, et ben du coup, j'ai fait beaucoup, comme je te disais tout à l'heure, Muriel, j'ai fabriqué beaucoup de tambours, et j'ai beaucoup expérimenté le voyage chamanique au tambour. Et puis, à un moment donné, en pratiquant l'hypnose, dans l'hypnose, on peut faire beaucoup de choses avec l'hypnose. Attention, quand je parle d'hypnose, je ne parle pas de l'hypnose de spectacle, qui est là pour amuser la galerie, et c'est très bien comme ça. Ce n'est pas du tout ce que je fais. Voilà. Moi, je fais vraiment l'hypnose thérapeutique pour travailler sur l'émotionnel, sur l'inconscient, sur des choses comme ça, sur le corps aussi, bien sûr. Et je me suis aperçu de plusieurs choses, en fait. Et ce qui m'a amené, en fait, à la possibilité de voyager au temps des pyramides depuis chez soi, aussi dingue que ça puisse paraître, c'est tout simplement une suite de constats et une synthèse que j'ai fait ensuite. Et le premier constat, ça a été de voir que, en fait, quand on est sous hypnose, ce qui est très proche de l'état de conscience modifié, hein, l'hypnose est un état de conscience modifié. Alors, c'est quoi un état de conscience modifié? Souvent, quand on parle d'hypnose, et d'ailleurs quand je reçois quelqu'un dans mon cabinet pour faire une séance, etc., la première chose, dans notre jargon d'hypnothérapeute, la première chose qu'on devrait faire, c'est ce qu'on appelle le pré-talk. Ben, c'est commencer à parler avec la personne pour la rassurer au niveau de l'hypnose. C'est pas un truc de manipulation. Je dirais que on pourrait, si on était vraiment mal intentionné, on pourrait en quelque sorte
un petit peu manipuler les gens. Mais il s'avère que sous hypnose, on ne peut pas faire aux gens quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire et quelque chose qui est contre leur nature, et heureusement. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un petit peu libérer, hein, et mettre l'inconscient, laisser l'inconscient, le subconscient venir comme ça au premier plan et laisser toute la conscience qui est farcie, remplie de règles, de théorèmes, de théories, de croyances limitantes, très limitantes, encore plus limitantes que très limitantes. Voilà. Et on s'aperçoit qu'en fait, notre esprit, il est capable de faire des choses absolument incroyables. Et la première des choses, c'est que dès qu'on est en état de conscience modifié, notre imaginaire se débride, mais dans des proportions incroyables. Je vais préciser après, je vais donner des exemples concrets de c'est quoi un état de conscience modifié. Mais avant ça, voilà, dès qu'on passe en état de conscience modifié comme ça, avec un petit peu de relaxation, etc., et qu'on rentre en état de conscience modifié, notre imagination s'ouvre complètement et se débride. Alors ça va être un atout majeur dans ce qu'on va faire. La deuxième chose, c'est que il s'avère que notre cerveau ne fait pas la différence entre des choses réellement vécues, comme le fait que là, je suis là devant ma caméra et si je regarde mon écran du coin de l'œil, je vois Muriel, coucou, hein, voilà. Ça, c'est très concret. C'est voilà, si je tape sur le bureau, ça fait toc toc, hein, voilà. C'est la réalité entre guillemets. Mais maintenant, tu connais cette expérience-là, hein. Si je te demande de fermer les yeux et je te demande de fermer les yeux, alors je m'empresse de dire une chose, c'est que moi je n'ai aucune autorité sur personne. Est-ce que je te propose de le faire? Si tu veux, tu le fais. Si tu le sens pas, tu le fais pas. C'est aussi simple que ça. C'est une proposition que tu peux aisément décliner, une invitation que tu peux facilement décliner. Si tu le sens pas, là, je t'assure, ça n'engage à rien du tout. Je te propose juste de mettre tes pieds à plat par terre, décroiser les jambes, décroiser les mains si tu avais les mains comme ça ou les bras croisés, voilà. Et puis, tout simplement, fermer les yeux, prendre une bonne inspiration, reprendre une bonne inspiration, ressouffler l'air, reprendre une bonne inspiration et pendant que tu vas souffler l'air cette fois-ci, tu vas un peu lâcher la pression de la journée, les petites contrariétés, les petites choses qui n'ont pas été, qui n'ont pas fonctionné, etc. Pour ce soir, hein, on est dans la soirée, repos, on verra ça demain, ok? Donc là, pour ce soir, on lâche. Ouh. Et puis, je vais simplement te demander d'imaginer un paysage que tu connais ou que tu crées de toutes pièces, en tout cas quelque chose qui te fait énormément plaisir, que tu trouves extrêmement beau. C'est peut-être la fameuse plage de sable blanc avec les cocotiers et la mer turquoise. Pour d'autres, ça va être la montagne, pour d'autres, ça va être la forêt. Peut-être est-ce que tu vas préférer les dunes du Sahara, peu importe. C'est peut-être un lac de montagne drôlement joli, avec juste le reflet des montagnes, du soleil, de la lune, peut-être, voilà. Et je vais te laisser créer ce paysage et vraiment t'y installer. Et je vais utiliser quelque chose qu'on utilise beaucoup en PNL ou en hypnose. Je vais te demander maintenant d'être capable mentalement de détailler ce que tu vois. Sur la gauche, peut-être, il y a une montagne, un arbre. En face de moi, il y a le lac. Et il y a le reflet des arbres en face. Il y a le reflet du ciel. Sur la droite, il y a la forêt, mais la berge est assez lointaine. Ah, il y a une barque à ma droite au bord du lac. Et moi, je suis assis dans l'herbe. Il y a un petit peu de terre et puis très vite, il y a des cailloux, il y a des algues devant moi. Donc, je suis en train, en fait, de détailler l'image mentale que je suis en train de créer. Et en même temps que je la détaille, en même temps que je suis en train de te la détailler, je la crée et j'en crée les détails. Et puis je vais te demander est-ce qu'il n'y a pas par hasard les petits oiseaux, un petit clapotis, si tu es au bord d'un lac, si tu es au bord de la mer, le ressac, si tu es en montagne, peut-être le vent, je ne sais pas, tu vois. Un bruit, il y a peut-être des voix, peut-être des cris d'animaux, chants d'oiseaux,
le vent, je l'ai dit, le clapotis de l'eau au bord du lac. Commence à avoir ce son dans l'oreille. Et puis maintenant, peut-être le plus important, c'est dans cet endroit d'une extraordinaire beauté, avec, pour moi en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, tu vois là, dans le terme beauté, il y a un terme qui est pratiquement conjoint, c'est la pureté. Et c'est dans cet endroit, en tout cas, l'air est pur. Et ça te donne envie, tu vois, de respirer à plein poumon parce que tu sens qu'à cet endroit, l'air est d'une incroyable pureté. Tu sais, comme quand tu vas dans les... Moi, je te disais, ici, je suis en Suisse, et dès qu'on va un petit peu dans la montagne, l'air est pur, et les panoramas sont extraordinairement beaux. Hein, voilà. Et maintenant, j'aimerais que tu regardes, que tu observes à l'intérieur, que tu viennes à l'intérieur de toi pour voir comment est-ce que tu te sens à l'intérieur. Avec cette beauté devant toi, autour de toi, tu es assis en plein milieu en vrai. Et quel que soit le paysage que tu as créé, j'ai pris des exemples, mais surtout crée ta propre image, ton propre paysage et allonge-toi dedans, assieds-toi, reste debout, fais exactement comme tu le sens. Hein. Aucune contrainte, juste ce que tu sens, voilà. Ce que tu as besoin, tu le crées. Tu voudrais un arbre juste à ta droite, crée-le, mets-le. Voilà, moi j'en mets un. Tu sais, moi j'adore les cèdres du Liban. Et j'adore ces arbres qui vont souvent par 2 ou par 3, très souvent par 2. Voilà, je vais me mettre, j'adore ces arbres, je vais m'en mettre une paire sur ma droite. Comme ça, c'est complet, c'est parfait, tu vois. Alors, je te dis ça, mais mets un chêne, mets un sapin, mets ce que tu veux. Hein. Si tu veux mettre un château, mets un château. Si tu veux mettre une tour, mets une tour. Si tu veux mettre un rocher, mets un rocher. Si tu veux un cheval, mets un cheval. Ce que tu veux, voilà. Et puis, vois cette pureté, cette beauté. Et cette beauté, attention, c'est pas n'importe quelle beauté, c'est une beauté qui te ressemble. C'est ce que tu as choisi. Et comment est-ce que tu te trouves à cet instant dans ce paysage? Comment tu te sens? Alors, je te laisse répondre mentalement à cette question. Comment tu te sens hein, au niveau de ton moral, hein, de tes sentiments, de ce que j'appelle ta météo intérieure? Est-ce qu'il fait grand beau? Est-ce qu'il neige? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce que c'est l'orage? Est-ce que c'est la tempête? Je ne sais pas. Et je vais te laisser gentiment prendre une bonne respiration. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, simplement, tu pourras tranquillement et à ton rythme rouvrir les yeux. Allez, 1, respire bien. 2, commence à revenir. Et voilà, reviens maintenant. 3. Très bien. Et je vais tout de suite te donner une preuve que ce que tu viens de créer a tout autant de réalité que la pièce où tu te trouves sans doute en ce moment. Comment se fait-il que tu as créé ce paysage de toutes pièces et que si tu demandes à ton cerveau de s'en souvenir, il s'en souvient, y compris les détails? Comment tu peux mémoriser un truc qui n'existe pas? Mmh, 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 mmh. Et là, on voit bien qu'on commence à rentrer dans un drôle de truc. En vrai, je suis capable de me rappeler de quelque chose qui n'existe pas. Oh, ça vient choquer mon mental rationnel et en colère, là. Il est en train de se fâcher. Je me dis, attends, si ça n'existe pas, tu ne peux pas t'en souvenir. Hein? Tu ne peux pas l'avoir vu, tu ne peux pas y être allé, ça n'existe pas. Hein? Donc, alors, je fais un peu l'andouille, mais notre mental, il est un peu comme ça. Il veut des choses qui soient, je crois que ce que je vois. Ben oui, mais le truc, je l'ai vu et en plus, je m'en souviens, assez en détail d'ailleurs. Et je suis certain que dans 24 heures, je m'en souviendrai très bien. Et là, on commence à se dire, mais alors mon cerveau, il est capable de créer une réalité dont je me souviens. Alors, je te l'ai fait courte, hein, mais on aurait pu se déplacer dans ce paysage, faire le tour du lac, monter sur la montagne ou s'enfoncer dans la forêt si tu as choisi la forêt, ou suivre la rivière s'il y avait une rivière dans ton, hein, dans ton image. Voilà, on aurait très bien pu le faire.
avec des odeurs, je n'ai pas parlé des odeurs, etc., hein, mais avec des odeurs, etc. Et après, quand tu sors de là, tu reviens dans la réalité terre à terre, tu t'en souviens. Mmh. Et on voit bien que la réalité telle qu'on la décrit dans ce que j'appelle la conscience ordinaire, elle est très réelle. Hein. Si je tape sur ce bureau, je sais qu'il est là, on est bien d'accord. Mais comment ça se fait que je me souviens de ce paysage? Et quand j'y étais, pas une seconde, je me suis dit: «Ah ouais, mais me prends pas pour une bille, c'est pas vrai». Je sais pas pour toi, hein, mais ça ne te vient même pas à l'esprit. Tu es dedans, au moment. Et c'est avec, en fait, tu vois, cette capacité, hein, et ces facultés de notre cerveau. Notre cerveau ne fait pas la différence entre le passé, le présent, le futur. En fait, notre cerveau, il est en prise avec ce que tu lui montres. Donc, soit c'est maintenant là, mon bureau, voilà, je suis là. Soit je referme les yeux, je me reconnecte tout de suite à mon paysage. Voilà, ça y est, je me rassois dans l'herbe, exactement comme tout à l'heure, et je reviens dans cette réalité-là. Mais pour lui, la réalité, c'est ce que tu lui montres. Ce qui fait dire à beaucoup de gens, hein, des coachs, des gens qui travaillent des thérapeutes, etc., et même certains philosophes, qu'on crée notre réalité à chaque instant. Alors, ça fait appel à d'autres notions aussi, hein, ça. En tout cas, quand on est en état de conscience modifié, en légère transe, hein, ce qu'on connaît tous, je vais te prendre un exemple, qui n'a pas vécu ça? Tu rentres chez toi, tu fais la même route tous les jours depuis 10 ans, 15 ans, et tout d'un coup, tu t'aperçois que tu es passé devant la boulangerie que tu connais très bien au coin de la rue, et entre la boulangerie et le supermarché qui est à 3 kilomètres de là, tu ne te rappelles absolument pas avoir franchi cette distance. Pourtant, maintenant, tu es devant le supermarché et tu te dis: «Ah ouais, je suis déjà là, super». Il s'est passé quoi entre-temps? Ben, je suis pas sorti de la route, j'ai pas eu d'accident. Il y a une partie de moi qui a conduit la voiture et je n'ai rien vu de ce qui s'est passé. J'étais en état de conscience modifié. J'étais ailleurs. Hein, souvent on dit: «Ah, il est ailleurs», et voilà, c'est des moments de légère transe, et ça, faut bien se dire que on le vit, mais plein de fois, mais plein de fois. Combien de fois ça m'arrive de sortir du supermarché, on a des garages souterrains ici, très grands, et je me dis: «Oh putain, j'ai pas fait attention, j'ai laissé ma voiture», je me rappelle pas, je sais pas, et donc tu vois, je suis obligé de me et je cherche ma voiture hein. Ça veut dire qu'au moment où j'ai laissé ma voiture, j'étais en état de transe légère comme ça. Je ne sais pas où j'étais, mais j'étais pas là, dans le parking souterrain, place 52, en train de suivre l'allée A pour arriver à l'entrée du supermarché. Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. J'avais mis sur pilote automatique et mon esprit, ma pensée était ailleurs. Alors, fort de ces constats, je me suis dit: «Mais alors?» Comme on a aussi en hypnose un procédé très intéressant qui s'appelle l'hypnose régressive, qui permet, je ne vais pas te faire un cours d'hypnose, ce n'est pas notre propos, mais qui permet grosso modo, de ramener ton esprit petit à petit. Il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, et tu peux arriver comme ça à revoir des scènes avec une précision de dingue. Et comme à un moment donné, je me suis beaucoup intéressé à la période, à qu'est-ce qui se passe, hein, en tant que thérapeute forcément, ça fait partie des choses qu'on rencontre malheureusement assez souvent, relativement souvent en tout cas. Beaucoup de choses se passent pendant la période intra-utérine. Alors oui, on est protégé d'un certain côté, sauf que le bébé dans, le ventre de la maman est une véritable éponge de toutes les émotions de la maman. Ce que vit maman, bébé le vit. Maman est en colère, bébé ressent la colère. Maman est joyeuse, bébé ressent la joie, hein. Donc, c'est compliqué, hein, parce que ça veut dire, que bon, et on arrive à revenir en hypnose, hein, avec cette sensation de la période intra-utérine, et chose incroyable, on peut aussi aller en hypnose dans des vies antérieures.
J'ai proposé plusieurs fois hein, des voyages dans les vies antérieures. Mais je me suis dit à un moment donné, tu vois, si on pousse un peu le bouchon et qu'on programme notre machine à remonter le temps sur il y a moins de 2500 ans, pof, moins de 2500 ans avant Jésus-Christ, hein, je veux dire. Moins de 1500 ans avant Jésus-Christ, on retombe pile au moment, voilà, hein, sous le règne de Ramsès II, tu vois. Et je me suis dit, mais ce serait tellement top de prendre un groupe de personnes, de leur faire de l'hypnose régressive, plop, 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 retour en arrière, retour en arrière, retour en arrière, la grande colonne de lumière blanche qui t'emmène. Et nous voilà, et c'est sans limite en fait. On pourrait revenir à la préhistoire. J'ai des projets pour ramener des gens à la préhistoire et pour ramener des gens dans un endroit de dingue, moi qui me fascine en tout cas. C'est l'Atlantide. T'as pas envie d'aller en Atlantide? Ah non, mais alors. Dingue, dingue, dingue. On en reparlera. En tout cas, voilà. Et du coup, eh ben, j'ai lancé ça et j'ai mis en place tout un scénario. Alors, je ne vais pas forcément dévoiler comment ça marche parce que garder un peu de mystère, c'est bien. Mais ce scénario est structuré de telle manière que émotionnellement, ça va t'embarquer. Voilà, ça c'est sûr. Et donc, du coup, eh bien, avec ces procédés d'hypnose régressive, d'état de conscience modifié, les facultés de notre cerveau, eh ben, on est parfaitement équipé pour faire des voyages dans le temps et régresser comme ça. Voilà. Ce qui est assez magique, bah, éventuellement, je vais laisser poser la question, mais ce qui est assez magique, c'est qu'on peut le faire en arrière. Est-ce que, à ton avis, on peut le faire? Tiens, c'est moi qui pose une question pour une fois. Eh bien, droit, non? Est-ce qu'à ton avis, on peut le faire pour aller dans le futur? Et j'en termine là, puisqu'en fait, un des ateliers qui vont être proposés à l'issue de cette conférence, c'est justement de le faire, ce voyage au temps des pyramides. Et là, tu vas voir, il y a de l'hypnose régressive, il y a de la relaxation, de l'hypnose régressive, des musiques très spéciales, très ciblées, qui vont t'embarquer émotionnellement, qui vont contribuer. Et tu vas pouvoir, si tu le désires, et si tu as cette capacité qui est indispensable de lâcher prise, eh ben, tu vas pouvoir tout simplement partir, faire une petite escapade au temps des pyramides. Voilà, j'en termine avec ça. Et bienvenue aux questions, si tu en as. Voilà. Merci Pierre. À travers tes mots, en tout cas moi j'ai déjà voyagé. Alors, une question d'Edenlou. Mais on peut dire la même chose de nos rêves de la nuit. Il y a des réels et des passagers. C'est quand tu faisais référence à le cerveau qui ne fait pas la différence entre ce qu'il voit Tout à fait. Hein. Et l'imaginaire. Quand on fait un cauchemar, ça a l'air réel ou pas? D'accord, hein. Tu te réveilles, tu as des sueurs froides, et comment vivre une telle émotion devant un truc qui n'est pas réel, tu vois? Des fois, devant un film, on a peur, mais tu vois, on sait que c'est un film, on dit waouh, mais tu n'es pas avec des sueurs froides et en train de tu fais comme ça sur ton canapé. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que tu sais que c'est un film. Quand tu es dans le cauchemar, tu vis ton cauchemar, hein, vraiment. Et on voit bien que notre cerveau, il est capable de nous faire vivre des choses qui sont hors de cette réalité quotidienne. Et de nouveau, je vais poser une question. Est-ce que du coup, c'est moins réel, autant réel que cette réalité ordinaire? Et si nos rêves, et d'ailleurs c'est une grande partie du chamanisme, hein, n'oublions pas que dans l'initiation chamanique, il y a 4 niveaux, et à un moment donné, il y a vraiment, pour être très clair, dans l'initiation chamanique, il y a 4 paliers. En tout cas, voilà, il y a beaucoup d'écoles chamaniques autour du monde, mais les 4 niveaux qu'on rencontre généralement, en tout cas,
dans l'école chamanique que j'ai suivie, c'est la voie du guerrier, c'est la première. Ensuite, il y a la voie du rêveur, la voie du visionnaire et la voie du maître. Hein. Et justement, dans le rêveur, c'est celui qui va explorer d'autres dimensions, mais il va explorer d'autres dimensions comme on pourrait aller explorer une île déserte, je ne sais pas où. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Même chose. Et ce qu'il en ramène est tellement, tellement étonnant, tellement étonnant. Voilà. On peut voyager avec des fusées comme on fait maintenant. Tous les milliardaires de la planète se mettent à. Les Jeff Bezos, Elon Musk et j'en passe, Richard Branson et tout ça veulent tous aller dans l'espace, emmener des gens dans l'espace, sur Mars, sur la Lune, etc. Mais moi, je trouve que, tu vois, en se servant des facultés de notre cerveau, on a là une richesse extraordinaire. Le voyage, il est gratuit. Alors là, pour être écologique, tu vois, compensation carbone, c'est nickel. Hein. Il n'y a pas de kérosène, il n'y a rien du tout. Et vraiment, tu peux vivre des sensations qui vont te faire frissonner, qui vont te faire rire, qui vont te faire voilà, avoir un peu peur et faire attention, en tout cas, voilà. Hein. Et on arrive comme ça, par exemple, et pour prendre un exemple qui est plus thérapeutique, là, clairement, le voyage au temps des pyramides, c'est du divertissement, hein, clairement. Bien que je ne te cache pas que je me suis débrouillé pour mettre quelques petits ingrédients quand même de développement personnel. Et il y a un petit challenge quand même dans ce voyage. Vraiment, je t'invite, si tu ne l'as pas fait, vraiment, je t'invite à le faire. C'est une expérience dingue, en vrai. Voilà, dingue. Et il y aura une suite à ce voyage au temps des pyramides. Je te dis, oh, j'en vois tout de suite 2 et il y en a une troisième supplémentaire qui me titille un peu. Ça va me demander pas mal de travail, mais en tout cas, on ira au temps des pyramides, on ira au temps de la préhistoire et on ira sur Pandora. Je ne sais pas si ça t'a marqué. Toi, Avatar, moi oui, hein, ces grands personnages bleus là, qui t'as vu vénèrent les arbres ou les arbres. Ouh, ça m'a parlé, mais tellement, tellement, tu vois. Donc cette planète, j'aimerais bien faire un tour moi personnellement sur Pandora, voilà. Et j'emmènerai les volontaires, hein, tout simplement, voilà. Voilà Muriel. Merci Pierre. À mon avis, tu ne seras pas Alors le oui, seul à vouloir aller oui, sur je vois la Pandora. question qui s'affiche. Je te coupe, Muriel, désolé. Oui, c'est vrai qu'il y a 2 types de rêves. Il y a vraiment les rêves qui sont, je pense, une espèce de petit. D'ailleurs, on voit quand quelqu'un dort, on se sert de ça aussi. Hein, ça s'appelle le MDR. Quand les yeux roulent un peu sous les paupières comme ça, on voit ça des fois. Les chiens, quand ils dorment, on voit leurs yeux qui roulent sous les paupières. En fait, c'est un petit dispositif très, très sophistiqué du cerveau qui, en fait, va gommer les petits problèmes émotionnels de la journée. Voilà. Sauf que les gros, ça ne marchera pas. Ce ne sera pas suffisant. Voilà, hein, soit dit en passant. Mais il y a un petit peu comme ça des rêves qui sont liés vraiment à ce qu'on a vécu ou ce qu'on est en train de vivre. Voilà, mais qui sont, je dirais, d'un niveau assez léger comme ça. Et puis il y a ce que j'appelle des songes, où vraiment tu bouges, tu vis, tu existes dans ces rêves-là. Et pour moi, en ayant en plus l'expérience des voyages chamaniques avec prise de plantes, où là, on saute quand même d'un niveau. Hein, c'est vraiment tout autre chose. Là, tu vas voir des choses, si je te le racontais maintenant, ce serait en fait vraiment difficile à croire. Et c'est difficile de parler de ça avec des gens qui ne l'ont pas vécu, parce que ça amène vraiment à se poser la question, est-ce que ce que tu es en train de raconter est sérieux ou est-ce que c'est un fantasme, une fantaisie complète, hein? Et en fait, pas du tout, c'est pas du tout de la fantaisie, c'est vraiment vécu avec tout un tas de bonnes raisons de comprendre qu'on a vraiment vécu quelque chose, mais dans une autre dimension. Et quand je dis une autre dimension, en fait, c'est un autre niveau vibratoire. Quand je parle de niveau vibratoire, c'est du chamanisme, hein, ce qu'on est en train de faire là, c'est finalement un cours de chamanisme. Regarde un élément qu'on connaît très bien, c'est l'eau. L'eau, tu allumes le robinet, il y a de l'eau qui coule. Jusqu'à présent, rien de très... Mais si tu mets l'eau de ce robinet que tu as récupéré et que tu la mets au congélateur, là par contre, tu ne peux plus plonger dedans parce que c'est devenu très dur. Hein. Si tu as fait du patin à glace et que tu es tombé, tu as vu, la glace, c'est vraiment très dur. On est passé de liquide à solide. Tiens, tiens.
Et puis, si encore une fois, l'eau qui coule au robinet, tu la mets sur le gaz, au bout d'un moment, tu arrives dans la casserole, il n'y a plus rien. L'eau, elle a disparu et elle s'est évaporée. Elle est devenue gazeuse. Et pourtant, la structure moléculaire de l'eau, le fameux H2O, hein, deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, eh ben, c'est toujours le même, qu'il soit solide, qu'il soit liquide ou qu'il soit gazeux, c'est toujours le même. Alors dans la structure, dans l'assemblage, pas exactement, mais en tout cas, voilà. Et puis il y a une question de vibration aussi, hein. Mais ça veut dire que en fait, eh bien, on se comporte comme si nous, on connaissait un état, l'état solide, et les autres états, non, on n'y croit pas. Non, on n'y croit pas. Non, on a décidé de ne pas y croire. Voilà. Bon, à toi de voir, hein. Moi, je ne fais pas de prêchi-prêcha, pas de prosélytisme, chacun croit ce qu'il veut, ça me va bien. Tant qu'on veut pas, tant qu'on m'oblige pas à croire quelque chose que j'ai pas envie de croire. Mais voilà. Et là, on voit bien que, en fin de compte, il y a plusieurs niveaux de réalité pour l'eau. Si tu vas sur la banquise, c'est solide. Si tu vas dans la mer, c'est liquide. Et si tu vas dans les nuages, c'est gazeux. Tu vois? Comme moi, je me suis toujours demandé comment autant d'eau peut tenir en l'air. Je me rappelle avec mes frères, j'ai 3 frères, donc on était les 4 là, et on est très rapprochés. Et on essayait de faire tenir de l'eau en l'air comme les nuages, mais on n'a jamais réussi. Pourquoi? Quand il pleut, tu as vu les gouttes de pluie, comment elles sont grosses? Ça, c'était là-haut dans le nuage. Pourquoi ça tient en l'air? Tu vois, il y a plein de trucs comme ça un peu bizarres. Et finalement, moi, je suis convaincu que c'est une histoire vibratoire et énergétique. Il y a d'autres niveaux de réalité et il y a de la vie dans d'autres niveaux de réalité. Pour l'instant, je ne m'aventure pas à parler d'autres planètes. Je ne sais pas, je ne suis pas allé, je n'ai pas vu, je ne sais pas. Mais je n'ai pas étudié ça en plus, voilà. Mais par contre, en ce qui concerne les autres niveaux de réalité, ça oui. Je peux te dire, pour ceux qui ont fait des expériences d'ayahuasca, pourquoi est-ce que quand on fait cette expérience d'ayahuasca, on revient au niveau conscient, à l'infiniment petit. Tu vois l'ADN qui est grand comme ça. Et tu as remarqué que l'ADN, si tu regardes sa vraie dimension, c'est vraiment extrêmement petit. Petit, le mot est voilà, hein, c'est un euphémisme, hein, c'est extrêmement petit, infiniment petit, hein. Et ben, tu le vois en gros comme ça quand tu as pris l'ayahuasca. Donc, il y a vraiment, à coup sûr, je pense, d'autres niveaux de réalité. J'insiste sur ce mot réalité, d'autres niveaux de réalité, tout aussi réels que celui du dur qu'on connaît et des couleurs qu'on connaît. On sait bien que les couleurs, c'est plus une illusion qu'une réalité, hein. C'est des vibrations, des vitesses de vibration, les couleurs, rien d'autre, hein. Rouge, ça vibre lentement. Violet, ça vibre très vite, avec tous les intermédiaires au milieu, hein, mais c'est que ça. Ouais. Une question, est-ce qu'on peut choisir où on va? Moi, je n'avais pas choisi. Alors, oui, on peut choisir où on va, mais ça demande de l'expérience. C'est vachement plus facile quand tu es guidé. Voilà. Quand tu es guidé par quelqu'un qui a compris comment on va pouvoir aller là, etc. Voilà. Et faire ça tout seul de son propre chef, honnêtement, c'est pas très facile. C'est pas très facile. Moi, je fais de l'hypnose depuis longtemps et de l'auto-hypnose, etc. Et c'est pas évident de le faire tout seul. Maintenant, il y a quelque chose qui t'aide incroyablement. Et voilà, le moment tant attendu où il sort le tambour pour terminer, le tambour chamanique qui est à la fois un instrument, et j'aimerais bien conclure peut-être là-dessus, le tambour chamanique c'est vraiment un instrument dingue, ça a l'air très simple, une peau animale tendue sur un cadre en bois, tu vois. Jusque-là, rien de très sophistiqué, hein. Et pourtant, et pourtant. Le tambour chamanique, c'est quelque chose qui va, comme aucun autre instrument, comme aucun autre procédé, c'est quelque chose qui va nous aider à nous ancrer. Ça veut dire quoi, nous ancrer? Comme je dis toujours, hein, on a les pieds posés par terre, hein. C'est-à-dire que j'ai jamais vu personne léviter encore. Mais on a donc bien les pieds posés par terre. Est-ce qu'on a un vrai contact avec la terre? Ça, c'est pas évident. Le tambour va nous aider à ça. Mais il va aussi nous aider à faire quelque chose d'encore plus intéressant, c'est qu'il va nous aider à rejoindre ce que j'appelle notre terre intérieure. Et pour moi, le vrai ancrage, c'est pas le fait d'avoir les pieds sur le sol
et d'avoir un échange avec l'énergie tellurique, l'énergie de la Terre. Le vrai ancrage, c'est ancrer ta conscience, ton attention dans ta terre intérieure. La terre intérieure, c'est ton ventre. Ça, c'est nettement moins facile que d'avoir les pieds par terre. Si tu te mets debout, tu sais quoi? Je parierais assez bien que tu as les pieds par terre. Maintenant, si tu te mets debout, c'est pas du tout sûr que tu es vraiment ancré dans ta terre intérieure. Pourquoi c'est important de s'ancrer? S'il y a une chose que tu retiens de tout ce que j'ai pu raconter, je raconte beaucoup de choses, tu as vu, hein. S'il y a une chose à retenir, pourquoi est-ce que c'est indispensable de bien s'ancrer avant toute expérience à connotation, on va dire, spirituelle? Pour une raison très simple. Si tu ne t'ancres pas, si tu ne fais pas l'effort d'amener ta conscience, ton attention dans ton ventre, dans le corps, autrement dit, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui va se passer va être mental. Et ça, c'est dommage parce que tu vas avoir des images mentales, des pensées qui sont par essence mentales, des raisonnements mentaux, etc., etc. Pour échapper au mental, la seule issue, c'est le corps. Ramène ta conscience dans ton incarnation, dans ton corps, et de là, tu vas pouvoir partir très très loin, hein, spirituellement. Bonsoir, quel est le but, l'intention de ces voyages pour vous et en particulier concernant l'Égypte? Ah ben je l'ai dit tout à l'heure, hein, Cléa, c'est avant tout, en ce qui concerne en tout cas le voyage au temps des pyramides en Égypte, c'est avant tout du divertissement. C'est quand même surprenant, avec juste les facultés de mon cerveau, je vais vraiment pouvoir faire un voyage en Égypte. Au début, moi, si on me dit ça, on m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit waouh, 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 attends, se calme, qu'est-ce que c'est que ces histoires, hein? Et moi, je te propose de te dire, écoute, on verra après, d'abord on le fait, après on parle, hein. Donc c'est d'abord du divertissement. Mais il y a bien entendu, on peut étendre ça, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, à de la thérapie. Et souvent, on se traîne dans cette existence-là, celle que nous sommes en train de vivre, hein, eh ben, on se traîne des choses qui viennent de nos vies antérieures et qu'on n'a pas résolues. Je vais te prendre un exemple simple d'un patient dont évidemment je vais taire le nom, mais récemment, en fait, c'est quelqu'un qui était très riche dans une vie antérieure, qui a eu beaucoup d'argent et qui a fini sa vie en s'apercevant que tous ses soi-disant amis étaient en fait des gens qui étaient là parce que il était généreux, il avait beaucoup d'argent, il avait une très belle maison, il donnait à manger à tout le monde, il emmenait tout le monde se promener, etc. Et les gens, ils étaient là pour son argent. Et quand il s'est agi, en fait, de rester son ami alors qu'il n'avait plus rien, il n'y avait plus personne. Et au moment de mourir, il s'est juré que dans une prochaine vie, il serait pauvre parce que avoir beaucoup d'argent égale n'avoir aucun ami vrai. Et c'est une espèce de, tu vois, de théorème qu'il a ancré dans son esprit et il est parti. Et dans son existence aujourd'hui, il a les poches percées, il n'arrive pas à mettre 3 sous de côté, il est tout le temps en manque d'argent, tout le temps en manque d'argent. Et c'est pour ça qu'il est venu me consulter. J'ai dit, mais comment tu fais pour être... Parce que l'argent nous file entre les doigts, c'est bien connu, hein. Voilà, c'est pas très dur, hein, dépenser l'argent, c'est la chose la plus facile du monde. Soit dit en passant, pour la petite histoire, pour faire une parenthèse très courte, la consommation et acheter des choses, c'est le premier antidépresseur au monde, hein. Pas étonnant qu'il y ait une société de consommation. C'est pas qu'on est des vilains pas beaux, c'est que le premier antidépresseur au monde, bien avant le chocolat, c'est la consommation, acheter des choses, hein, voilà. Ça marche pas très longtemps, mais ça marche bien, mais pas longtemps. Voilà. Ah, j'ai acheté un nouveau tambour. Ah, c'est super. Ah, je suis content. C'est super. Ouais, mais dans 3 jours, tu vois, si je suis au fond du trou, je suis de nouveau au fond du trou, hein. Mais j'ai un nouveau tambour, je suis content. Voilà. Et du coup, vraiment, j'insiste sur cet ancrage. Et en tout cas, j'ai commencé à dire, voilà, j'avais perdu mon fil. On peut faire ces voyages pour revenir dans une vie antérieure et casser ce contrat qu'on a passé avec nous-mêmes. Par exemple, ce n'est qu'un exemple, hein, dire « Ah ben voilà, dans ma prochaine vie, je serai pauvre, comme ça j'aurai beaucoup d'amis ». Ce qui est faux, hein.
Je ne sais pas, moi je ne suis pas très riche, donc je ne sais pas, mais je ne sais pas si quand on est très riche, on n'a que des faux amis, des gens qui sont là pour ton argent. Mais en tout cas, je suis à peu près sûr et certain que si tu es pauvre, c'est pas pour ça que tu as énormément d'amis et de vrais amis. Hein. Voilà, tu as sans doute des vrais amis, en tout cas, qui ne sont pas intéressés, vu qu'ils savent que tu n'as pas un rond. Mais en tout cas, voilà. Hein. Et du coup, c'est très utile, là, pour le coup, hein, cette capacité qu'on a de revenir en arrière, comme ça, dans une vie antérieure. Par exemple, dans la période intra-utérine ou dans notre prime enfance. Hein, en tant qu'enfant, on a souvent été blessé. Hein, et tant qu'on n'a pas réparé ces blessures, qu'on parle souvent de notre enfant intérieur, hein, tant que cet enfant il n'a pas été complètement guéri, ben on va se traîner des croyances limitantes, des émotions où on ne sait pas pourquoi à chaque fois qu'on est face à cette situation, on est d'une tristesse incroyable, on est d'une anxiété incroyable, on rentre dans une colère incroyable, alors que ce qu'on est en train de vivre n'est pas tellement puissant, mais par contre, tout d'un coup, ça nous secoue. Pourquoi ça nous secoue comme ça? Très souvent, ça nous ramène à notre petite enfance. On a vécu une situation analogue qui nous a énormément blessés. Et du coup, à chaque fois qu'on reconnaît, tu vois, ce parfum, boum, ça nous remet dans l'émotion. Et se débarrasser de ça, ouf, c'est s'alléger la vie, crois-moi, crois-moi. Voilà. Donc, ça peut avoir vraiment une visée complètement thérapeutique. Hein. Ouais, tout à fait. Et ben, on arrive 1 heure pile. Tu as vu un peu la précision? Dingue. Bon, on est en Suisse ici, hein, ou pas? Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Voilà, s'il y a d'autres questions, je serais ravi d'y répondre. Et même s'il y a des questions qui viennent que ce soir ou demain, je pense qu'en envoyant un petit mail, c'est arrivé les autres fois, on me transmettra cet email et je me ferai un plaisir d'y répondre, bien évidemment. Absolument, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Super, très bien. Et ben voilà, du coup, on va se donner rendez-vous maintenant dans l'atelier qui va suivre et qui va être justement pour réellement faire ce voyage extraordinaire au temps des pyramides. Voilà. Avec donc de l'hypnose régressive et sois très rassuré au niveau de l'hypnose, il y a beaucoup de précautions qui sont prises pour que, voilà, j'ai toujours ramené tout le monde dans ces expériences-là et voilà, je l'ai fait plus d'une fois, crois-moi. Et pour beaucoup de personnes, du coup, pour le coup. Voilà, c'est souvent des groupes assez importants, une 50aine de personnes, même parfois plus, voilà. Donc, avant que tu c'est ne commences, safe. Pierre, j'ai une question. Pourquoi faut-il décroiser les jambes et les pieds avant de faire Ah, ouais, alors on dit souvent, voilà, décroiser les jambes, décroiser les pieds, mais on ne sait pas très bien, et décroiser les mains ou les bras, on ne sait pas très bien pourquoi. C'est tout simplement que pour équilibrer les polarités, tu vois, féminine du côté gauche normalement et masculine du côté droit, si on a les membres croisés, en fait, il y a un peu du plus dans le moins et du moins dans le plus, et ça ne nous aide pas à nous ancrer. Pour nous ancrer, ça va être très bien de créer un côté justement d'énergie féminine, hein, d'énergie yin, hein, et puis un côté d'énergie solaire, d'énergie yang, masculine, voilà, où ça permet comme ça, après dans ce qu'on fait, ces deux énergies vont se mélanger, il y aura un peu de yin, beaucoup de yang, ou beaucoup de yin, un peu de yang, avec des pourcentages très variables, mais ça va permettre de faciliter l'ancrage et de faciliter la circulation d'énergie. Il y a des circuits énergétiques en permanence qui se font, qui partent à l'intérieur de la jambe gauche, qui montent, etc. Mais par contre, ça passe par l'extérieur des jambes pour redescendre, etc. Donc, si on croise, les circuits énergétiques, ils se mélangent et c'est beaucoup moins efficace, hein, au niveau de l'ancrage et de l'alignement. Quand je parle d'ancrage, je devrais aussi parler, c'est bien d'être ancré à la terre, mais c'est bien aussi d'être, tu vois, connecté au ciel. Hein. Nous, on est vraiment intermédiaires, comme les arbres, les pieds sur terre et la tête, en tout cas, peut-être pas dans le ciel, mais partiellement, mais en tout cas vers le ciel. Hein, voilà. Donc, c'est aussi, tu connais cette image du fil d'argent, hein, qui nous relie à l'énergie spirituelle, au divin, à l'univers, appelle-le comme tu veux, mais voilà, c'est l'idée. Hein. Et si on veut être vraiment bien
aligné par rapport à ça, eh ben, on a besoin que ces circuits énergétiques qui nous parcourent en permanence ne se croisent pas. Voilà. C'est un peu comme, pour prendre une image un peu grossière, mais un peu rigolote, tu vois que j'aime bien faire de l'humour, c'est un peu comme dans un circuit imprimé électronique, si tu croises les fils, tu vois, ça va faire tzzz, et puis ça va griller un transistor ou un machin. J'y connais rien en électronique, mais ben voilà. Alors c'est une image un peu rigolote, on est bien d'accord, mais c'est un peu ça quand même, quelque part. Tu vois, voilà, faut pas croiser les fils. Merci beaucoup pour ta réponse. Alors, on peut passer à l'expérimentation. Alors, l'expérimentation, ben, ça va être la fois prochaine. Hein. Cette fois, il n'est pas prévu de faire. Ça, c'est juste la conférence pour, en réalité, introduire le voyage au temps des pyramides qui prend quand même 1h30, grosso modo, hein, et qui se fera en fait dans un atelier. Mais là, on n'a pas pour vocation en fait de faire ce voyage au temps des pyramides. C'est quelque chose qui se fera dans un atelier, un des ateliers qui va suivre cette conférence. Voilà. Je ne connais pas la date à laquelle c'est programmé, mais tu seras averti par mail. Voilà, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça. En fait, quand je parlais d'expérimentation, c'était, je m'attendais à ce que tu joues un petit peu de tambour. Ah, mais alors ça, c'est quelque chose que je peux faire, en revanche. Tout à fait. Et je t'invite, moi, je te propose qu'on clôture, hein, qu'on ne reparle pas après le tambour. Si ça va pour toi, Muriel, je vais jouer un petit peu de tambour. C'est très bien, c'est parfait. Et puis, je t'invite justement à décroiser les jambes, les pieds à plat par terre, les mains posées sur les genoux, sur la table, voilà, mais décroiser aussi, le dos bien droit, relâcher les épaules, et puis à simplement, sans préjugés comme ça, vois ce que ça te fait. Vois juste ce que ça te fait. C'est quoi la différence entre là, tout de suite, là, maintenant, et ce qui se passera dans 3 minutes? En toi, qu'est-ce que ça aura bougé en toi? En quoi ça aura changé ton énergie? Et hein, essaye vraiment de répondre à cette question. En quoi ça aura changé ton énergie, ton état? Hein, voilà. Eh bien, Muriel, merci pour cet accompagnement et puis au plaisir voilà, d'une future conférence, atelier, on verra bien. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous toutes et à vous tous pour vos présences, vos partages. Et très beau voyage et à bientôt.